Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de la cryptographie. Je vais essayer de vous faire une petite introduction qui peut vous servir de départ pour la cryptographie parce que c'est un domaine très important à l'heure où je vous parle, surtout avec le développement et l'évolution de l'Internet. Donc pour ne pas tarder, on va essayer de voir c'est quoi la cryptographie. La cryptographie est une technique qui consiste à sécuriser la communication pour prévenir une personne tiers de connaître les données échangées durant cette communication. Donc c'est ça l'objectif essentiel de la cryptographie, c'est de sécuriser les données à ce que un pirate ou bien une personne mal intentionnée puisse avoir accès à ces données. L'objectif principal de l'utilisation de la cryptographie est de fournir les 4 méthodes pour sécuriser l'information. Les 4 méthodes que je vous ai listées ci-dessous, comme vous le voyez. En premier lieu, on a la méthode qu'on appelle la confidentialité. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle l'intégrité des données. Troisièmement, on a ce qu'on appelle l'authentification. Et quatrièmement, on a ce qu'on appelle la non-répudiation. Pour tous ces 4 méthodes, je vais essayer de les décortiquer, pour que vous puissiez comprendre ce que ça signifie chacune de ces méthodes. En premier lieu, on démarre avec la confidentialité. Comme je l'ai présenté ici, la confidentialité est la méthode qui consiste à protéger les données pour que seulement les personnes autorisées puissent y avoir accès. Donc la plupart du temps, c'est le cryptage des données qui est utilisé avec la confidentialité. Donc quand vous entendez parler de confidentialité, on a ce mot cryptage. Donc on fait référence au cryptage des données. Cela veut dire que les données sont cryptées de telle façon que une personne qui intercepte ces données, s'il n'a pas la clé pour décrypter, il ne pourra pas en quelque sorte utiliser ces données. Ou bien il ne pourra pas comprendre ce qui est dans ces données. Donc c'est ça ce qu'on appelle le cryptage. Maintenant on vient pour la deuxième méthode qu'on appelle intégrité des données. L'intégrité des données, ça permet de vérifier si oui ou non les données n'ont pas été modifiées en cours de route. Ça aussi c'est très important parce que bien que la personne qui intercepte les données, il peut ne pas connaître ce qui est dans les données parce que les données sont cryptées, mais il peut en quelque sorte modifier ces données. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire ça. Donc c'est pourquoi l'intégrité des données c'est très important. Donc comme je l'ai écrit ici, l'intégrité des données ne peut pas empêcher l'altération des données, mais fournit un moyen de détecter si les données ont été manipulées de manière non autorisée. Comme je vous l'ai dit, même les données cryptées peuvent être modifiées en cours de route. Parce qu'il y a des pirates qui peuvent faire ça. Ils voient les données, ils savent que les données sont chiffrées, ils ne peuvent pas les déchiffrer ou bien ne pas les décrypter, mais ils peuvent modifier ces données pour en quelque sorte essayer de faire du mal par exemple aux communicants, quoi. C'est ça que je veux dire parce que l'intégrité des données, donc c'est quelque chose de très fondamental parce que ça permet de savoir si les données ont été falsifiées, oui ou non. Donc on vient ici pour parler de la troisième méthode qu'on appelle l'authentification. L'authentification, comme je l'ai écrit ici, l'authentification, ça permet de garantir que l'expéditeur est bien la bonne personne. Ça aussi, c'est très important. L'authentification, ça permet de dire que, par exemple, moi, je suis la machine ou bien je suis la personne avec qui vous devez communiquer. C'est ça, ce qui nous permet de nous garantir que nous communiquons avec la bonne personne ou bien avec la bonne machine, c'est l'authentification. Donc l'authentification est une méthode aussi très importante. Et dernièrement, on a ce qu'on appelle la non-répudiation. La non-répudiation, comme je l'ai écrit ici, la non-répudiation garantit qu'une action ne peut être niée par une personne après échange de données. La non-répudiation est utile, par exemple, dans le cas des transactions financières effectuées en ligne. Ce que je vais expliquer, par exemple, un certain Bob, il peut faire une transaction en ligne, ou bien il peut faire un achat en ligne, et retourner pour nier cet achat ou bien refuser cet achat. Donc c'est la non-répudiation qui peut en quelque sorte départager par exemple s'il y a réclamation ou bien quelque chose comme ça, c'est la non-répudiation qui peut intervenir dans ces cas de figure. Voilà, la non-répudiation aussi est une méthode fondamentale ou bien une méthode qui est très utile parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut permettre de départager
par exemple, par exemple, ça permet de partager des individus qui ont une réclamation à partir, par exemple, d'échanges de données sur le réseau Internet ou bien quelque chose comme ça. Donc, grosso modo, c'était ça les 4 méthodes. Maintenant, on vient ici pour reparler de la première méthode qu'on appelle la confidentialité. Comme je vous l'ai dit, la confidentialité, quand on parle de ça, on fait référence au cryptage. Et puis ce cryptage, il y a 2 formes de cryptage. Comme je l'ai mentionné ici sur la présentation, on démarre avec le cryptage symétrique, mais il y a un deuxième cryptage qu'on appelle le cryptage asymétrique. Pour le cryptage symétrique, c'est très simple. Le cryptage symétrique consiste à utiliser une même clé pour crypter et décrypter les données. Par exemple, comme je l'ai montré sur la figure ici, on a ordinateur A et ordinateur B. S'ils échangent des données pour les crypter, ils vont utiliser une clé pour crypter et pour décrypter. Par exemple, A, s'il veut crypter un message ou bien une donnée, il va prendre cette clé, il va le crypter, et puis cette clé sera la même clé qui sera utilisée pour décrypter les données. Et puis B aussi va utiliser cette même clé. Donc, pour ce cas de figure, essayons de venir ici sur cette présentation, c'est plus clair. Pour ce cas de figure, ce qui est le plus gênant, ou bien l'inconvénient, en est que si un pirate obtient la clé qu'on appelle la clé de partage, par exemple, si le pirate obtient la clé de partage, cela veut dire la clé qui est utilisée, parce qu'on sait qu'avec le cryptage asymétrique, la clé, c'est une seule clé qui est utilisée. Donc, si le pirate possède cette clé, il aura la possibilité, en quelque sorte, d'intercepter ces données et de faire usage de ces données. Donc, c'est ça l'inconvénient du cryptage asymétrique. Donc, mais c'est un cryptage qui ne prend pas beaucoup de ressources au niveau de notre ordinateur. C'est ça aussi l'avantage. Par exemple, l'ordinateur qui utilise le cryptage asymétrique, non seulement le cryptage asymétrique est facile à mettre en place, mais ça ne prend pas beaucoup de ressources au niveau de l'ordinateur. Ça il faut bien le comprendre. Donc, c'est cette clé-là qui est utilisée, la clé de partage. Donc, si ce pirate-là obtient cette clé de partage, donc on est foutu parce qu'il aura la possibilité d'avoir accès aux données et d'en faire usage, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, grosso modo, c'est ça. Maintenant, on va essayer de venir parler du cryptage asymétrique. Le cryptage asymétrique, comme je l'ai écrit ici, le cryptage asymétrique consiste à utiliser 2 clés. On a clé privée et clé publique pour crypter et décrypter les données. Donc ça, c'est un cryptage, à l'heure où je vous parle, c'est le cryptage le plus sophistiqué, ou bien le cryptage le plus sécurisé, parce que on dit qu'on ne peut pas, en quelque sorte, avoir accès aux données si on n'a pas la clé publique et la clé privée. Et puis, on va essayer de vous montrer comment fonctionne le cryptage asymétrique, parce que c'est un cryptage qui n'est pas tellement complexe, mais il faut qu'on vous montre ça sur le schéma ici. Je vais essayer de vous montrer. Par exemple, ici, on a PC1 et PC2. Ils vont communiquer. Ils vont posséder 2 clés. Par exemple, comme je l'ai écrit ici, 2 clés. La clé privée et clé publique. Comme son nom l'indique, la clé privée ne quitte jamais l'ordinateur. Tandis que la clé publique, lui, il est partagé partout sur le réseau. Donc, c'est une clé qu'on ne cache pas. Donc, comment le cryptage va se faire? Le cryptage va se faire, par exemple, si PC2 veut envoyer des données à PC1 pour crypter, PC1 va envoyer sa clé publique à PC2. De même que PC2 aussi lui va envoyer sa clé publique à PC1. Donc, c'est ça le schéma de départ. Maintenant, une fois que PC1 possède la clé publique de PC2 et PC2 aussi possède la clé publique de PC1, PC2, c'est lui, puisque c'est lui qui va envoyer le message ou bien la donnée, ou bien les données, il va crypter ces données avec la clé publique de PC1. Donc, il va crypter les données avec la clé publique de PC1. Après, il va envoyer les données à PC1.
PC1, s'il obtient les données, il va décrypter ces données avec sa clé privée. C'est la raison pour laquelle on vous a dit que la clé privée, comme son nom l'indique, ça ne quitte jamais la machine. Donc, parce que c'est lui qui permet de sécuriser, en quelque sorte, de façon... c'est lui qui permet de sécuriser la communication. Donc, cette clé privée, ça ne va pas bouger. Ça va rester au niveau de la machine. Tandis que, comme je l'ai dit, la clé publique, comme son nom l'indique, c'est une clé publique. Ça peut être partagé au niveau du réseau. N'importe quelle personne peut avoir accès à cette clé publique. Donc, la question que je vais vous poser, bien la question que moi-même je me suis posée lorsque j'apprenais la cryptographie, je me suis dit que, puisque la clé publique est partagée partout dans le réseau, si un attaquant ou bien un pirate obtient la clé publique, est-ce qu'il ne peut pas en quelque sorte faire des calculs pour obtenir la clé publique, alors que la réponse pour ça, c'est impossible. Il est impossible à partir de la clé publique, par exemple de PC2, de trouver la clé publique, la clé privée de PC2. Donc ça, c'est mettez ça en tête que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas, en quelque sorte, à partir de la clé publique, calculer la clé privée. Donc c'est ça qui fait que cette communication est très sécurisée, de façon qu'un pirate ne peut pas, en quelque sorte, avoir accès à ces données parce qu'il y a deux clés qui sont utilisées. Mais l'inconvénient de ce cryptage asymétrique, c'est que le cryptage asymétrique prend beaucoup de ressources au niveau de la machine. Donc c'est ça l'inconvénient de... Donc c'est la raison pour laquelle on ne va pas utiliser le cryptage asymétrique pour crypter tous nos données, mais le cryptage asymétrique sera utilisé pour crypter une portion de nos données. La plupart du temps, ce sont les données les plus confidentielles qu'on va utiliser pour, en quelque sorte, crypter, qu'on va utiliser le cryptage asymétrique. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc revenons ici à la présentation. Comme je l'ai écrit ici, le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique vont ensemble. Donc le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique sont utilisés ensemble pour renforcer la sécurité. Et puis, comment c'est utilisé? La plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Essayons de venir ici sur ce schéma ici, pour que je puisse vous expliquer. On a les deux formes de cryptage, le cryptage asymétrique que j'ai mentionné ici en haut, et le cryptage symétrique que j'ai mentionné en bas, avec une seule clé qu'on utilise pour le cryptage symétrique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, A et B, machine A vont communiquer avec machine B. Ils vont utiliser le cryptage asymétrique, il faut bien comprendre ce que j'explique, pour crypter la clé de partage. Pour crypter cette clé. Voilà. Ils vont utiliser pour crypter cette clé. C'est en ce moment qu'ils vont utiliser la clé, le cryptage asymétrique du moins. Donc, ils vont utiliser pour crypter cette clé. Donc, une fois que la clé est cryptée en utilisant le cryptage asymétrique, comme je l'ai déjà expliqué, en ce moment, le cryptage asymétrique sera abandonné et en ce moment, la machine A et la machine B vont utiliser la clé de partage, cela veut dire le cryptage symétrique, pour maintenant échanger des données. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'inconvénient du cryptage asymétrique, c'est que ça prend beaucoup de ressources. Donc, on ne peut pas se permettre à nos machines d'utiliser uniquement le cryptage asymétrique. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que les deux cryptages vont ensemble. Premièrement, on utilise le cryptage asymétrique pour crypter la clé de partage. Une fois que la clé de partage a été échangée entre les deux machines, en ce moment-là, les deux machines vont complètement abandonner le cryptage asymétrique pour faire le cryptage symétrique. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que vous avez compris. Donc, une fois que cette clé-là a été cryptée en utilisant le cryptage asymétrique au niveau des deux machines, en ce moment, ces deux machines vont utiliser cette clé pour en quelque sorte faire le cryptage asymétrique et échanger les données. Voilà. Donc, ça, c'est une méthode très sécurisée. Et la plupart du temps, cette clé sera en quelque sorte, cette clé de partage sera renouvelée au bout d'un certain temps, ou bien au bout d'un échange d'une volume de données. Cette clé de partage, ou bien cette clé symétrique, sera en quelque sorte échangée avec une autre clé.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne pour obtenir une communication sécurisée et de manière efficace. Donc grosso modo c'est ça. On va essayer de retourner sur la présentation. Je l'ai écrit ici. Comment avoir confiance à quelqu'un qui détient une clé publique. Voilà, c'est ça le problème. Revenons ici par exemple sur ce schéma ici. Par exemple, PC1 possède la clé publique. Sa clé publique, il veut communiquer avec PC2. Il envoie sa clé publique à PC2. Mais qu'est-ce qu'il dit à PC1, à PC2 du moins, que cette clé publique appartient à PC1. Rien ne peut le dire, à moins qu'on a une technique pour le faire. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer, comme je l'ai écrit ici sur la présentation. L'utilisateur doit être sûr que la clé publique qu'il utilise dans les communications avec une personne est réellement la clé publique de cette personne. Elle n'a pas été usurpée par une personne mal intentionnée. Parce que si ce pirate-là, revenons à notre pirate, si ce Michel pirate-là vient ici avec sa clé publique, par exemple, il a sa clé publique, hein? Il a sa clé publique, il lance ça à PC2, PC2 va croire que ça c'est la clé publique de PC1, alors que c'est la clé du pirate. Parce que le pirate peut en quelque sorte usurper l'identité de PC1. Donc c'est ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici, pour établir cette confiance, une infrastructure dénommée PKI, en anglais c'est un terme anglais, ça signifie Public Key Infrastructure, est mise sur place. Ça vous pouvez faire vos propres recherches, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on parle avec PKI. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout, mais c'est le système qui est utilisé, et PKI est géré par des entités tiers de confiance. Cela veut dire des entités que tout le monde reconnaît, et ce sont des entités tiers de confiance. Et puis ces entités tiers attestent de manière sécurisée l'authenticité des clés publiques. Donc ça, il faut bien le comprendre. La méthode la plus courante pour rendre les clés publiques authentiques, est de les intégrer dans un certificat numérique par l'entité de tiers de confiance. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le système de certificat numérique. C'est ça qu'on utilise même au niveau du web pour en quelque sorte communiquer avec les sites web. Par exemple, si je veux communiquer avec Google, par exemple, essayons d'ouvrir ici Google. Voilà, par exemple, je vais ouvrir le navigateur Mozilla Firefox, je vais dire Google, ou bien je vais dire youtube.com. Voilà, on est là sur YouTube. Voilà, on est là sur YouTube. Ici, quand vous cliquez sur ce cadenas, vous allez sur certificat. Vous allez voir que YouTube, cela veut dire le serveur de YouTube, possède bien un certificat. C'est ça qui me permet à ma machine d'être sûr qu'il communique avec le serveur, le vrai serveur de youtube.com. Comme vous le voyez ici, ça c'est le chemin du certificat, les détails au niveau du certificat, et tout ça là, vous le voyez. Donc ça c'est très important. Je l'ai expliqué ici même pour cette page de la présentation. J'ai dit le certificat numérique est un moyen qui permet d'identifier les appareils. Il est délivré par une entité reconnue ayant habilité. Donc le certificat numérique est composé du nom du détenteur. Par exemple, ici, si on revient sur YouTube, ici on a le certificat, on a le nom du détenteur. Le nom du détenteur, c'est en quelque sorte YouTube, bien chemin d'accès, détail sur, voilà, on a la validité, on doit avoir le nom du détenteur, par exemple comme je l'ai présenté ici. Attends, on va essayer de revenir sur la présentation. Voilà, le nom du détenteur, l'adresse du détenteur,
la date et fin de validité du certificat, le nom de l'autorité qui a délivré le certificat. Parce que ces autorités de certificat, comme je l'ai dit, sont des entités qui sont reconnues à travers l'Internet ou bien à travers le monde, et ils sont certifiés que ce sont des entités tiers de confiance. Et puis on a la signature de l'autorité de certification. Comme si on retourne ici sur YouTube, comme vous le voyez ici, tout ça là, vous pouvez faire vos propres recherches. Voilà, ça c'est le nom de, en quelque sorte, l'émetteur, celui qui a émis le certificat, et puis le nom, en quelque sorte, de détenteur, google.com, comme vous le voyez, c'est lui qui est, parce que Google et YouTube c'est la même chose. Donc grosso modo, ça c'est la date de ça c'est la date de délivrance du certificat, et ça c'est la date d'expiration du certificat, comme vous le voyez ici. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.